6h30, 9h, la matinale RCF. Bonjour Bertrand de Fédot. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion des Journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end. Elles ont bientôt 40 ans, ces Journées du patrimoine. Le format ne s'essouffle pas. Est-ce qu'il y a une crise de la quarantaine ? Oh, je ne crois pas. Je ne crois pas, c'est le bel âge, la quarantaine. Donc, les Journées du patrimoine se portent très bien. Elles font l'objet même d'un véritable engouement populaire. Qu'est-ce qui explique l'intérêt des Français pour le patrimoine ? On sent quand même, parmi les Français, un intérêt pour le patrimoine. Pourquoi ? Je pense qu'il y a un vrai besoin de retrouver ses racines. Il y a un besoin aussi, de satisfaire à son goût des belles choses. Et puis, il y a, en plus de ça, un désir de créer des liens. Et ces journées européennes du patrimoine sont vraiment une occasion de créer des liens. Moi, je le fais moi-même parce qu'il se trouve que j'ai un monument historique à titre personnel. Et je suis tous les ans frappé du caractère familial, très ouvert, une population qui vraiment couvre tous les segments d'âge, d'origine. Et le patrimoine a une vertu très importante. Parce que c'est vrai que quand on pense aux Journées du patrimoine, on pense aux grands monuments, on pense à l'Élysée qui ouvre ses portes, on pense aux grands musées nationaux. Il y a aussi tous ces châteaux disséminés à travers le territoire, toutes ces petites églises qui, elles aussi, ouvrent leurs portes, se dépoussièrent le temps d'un week-end. Oui, et de plus en plus, parce que ça contribue à une forme d'appropriation du patrimoine, à la fois par ceux qui s'en occupent, toutes les associations, en ce qui concerne les églises, bien évidemment, toutes les équipes paroissiales, mais il y a un désir de l'entretenir, de le montrer sous son meilleur aspect. Donc il faut nettoyer, il faut faire le ménage, et il faut trouver des activités. Et voilà. Et tout ça crée un mouvement qui est extrêmement positif. Et dans une société qui est quand même assez dure, assez désunie, le patrimoine joue absolument un rôle, disons, de réunion, de communion sociale. De fraternité ? De fraternité. En quoi y a-t-il de la fraternité ? On peut avoir l'impression qu'il y a ceux qui possèdent, qui ont des moyens, puisqu'ils ont ces châteaux, ces monuments, ces églises, et il y a des gens qui peuvent se sentir à côté. Non, il y a de la fraternité qui s'opère ? Oui, et je dois dire que l'expérience personnelle que j'ai de ces visites, c'est qu'il y a un grand intérêt, un désir de connaître, un désir de savoir aussi comment on arrive à entretenir ça, parce que sur un budget familial, ça n'est pas simple, ou sur un budget d'une paroisse, ça n'est pas simple non plus. Et donc, il y a le désir de découvrir un beau monument, et il y a le désir de découvrir son histoire, peut-être de rattacher ses racines personnelles à cette histoire, et puis de comprendre comment certaines personnes peuvent donner beaucoup de leur temps ou même de leurs moyens financiers pour transmettre ce patrimoine. Oui, puisque derrière les pierres, il y a des bâtisseurs, il y a nos ancêtres, il y a des églises gothiques, romanes, néo-gothiques, classiques, il y a toutes sortes de lieux de culte et toutes sortes de châteaux de tout style. C'est aussi la variété de ce qui a pu se faire par le passé qu'on voit pendant ces Journées du patrimoine. C'est aussi notre culture qu'on redécouvre à l'occasion de ces journées. Absolument. Puis elles sont de mieux en mieux organisées parce que aujourd'hui, je veux dire, il y a des documents qui sortent au niveau local, régional, même dans les petites villes, qui vous donnent la liste de tout ce qui est ouvert, avec les horaires, les modalités des visites, etc. Donc, c'est une vraie invitation qui est maintenant organisée, coordonnée, avec des affiches, avec des publicités. Donc, ne soyons pas étonnés que cette initiative qui a 40 ans fasse l'objet d'une vraie vigueur, d'une grande jeunesse. Nous sommes avec Bertrand de Fédot, le vice-président de la Fondation du patrimoine. L'Église catholique se mobilise pour valoriser ce patrimoine religieux. Elle organise des états généraux du patrimoine religieux. C'est une bonne chose ? C'est une excellente chose. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que ce patrimoine religieux, d'abord, il est saupoudré sur toute la France. Il y a à peu près 50 000 édifices cultuels en France. Si on compte tous les édifices qui ont été rattachés à la vie religieuse, comme les abbayes, les hôpitaux, etc., ça fait même beaucoup plus. Mais en tant qu'édifice cultuel, il y en a à peu près 50 000.
dont un peu plus de 40 000 appartiennent à des communes et font l'objet donc d'une affectation au culte catholique. C'est-à-dire la loi de 1905 Voilà. qui avait affecté au culte catholique ces édifices qui appartiennent désormais à l'État. Voilà, ou aux communes. Et donc, il y a aujourd'hui d'abord une présence très très forte de ce patrimoine religieux qui, à lui seul, en nombre, représente plus de la moitié du patrimoine. Et donc, c'est pas étonnant qu'on s'en occupe. Alors, ce patrimoine, il est, contrairement à une idée assez répandue, il est quand même assez bien entretenu. Vraiment? Oui. On dit qu'il est en très mauvais état. Non, je trouve que c'est faire injure à ceux qui s'en occupent. Il y a des édifices qui sont en péril. Vous voyez, sur ces 50 000 édifices, je pense qu'il y en a à peu près 5 000 qui sont en situation dégradée et il y en a 1 000 qui sont fermés pour des raisons de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire dégrader? Je ne sais pas si on a tous en tête les mêmes dégradations possibles. Dégradé, ça veut dire que les toitures ne sont pas forcément bien entretenues, qu'il peut y avoir des problèmes même de structure. Vous voyez, le réchauffement climatique joue aussi son rôle à l'heure actuelle dans ça, parce que les sols bougent, hein, et les édifices religieux ou non religieux, enfin, tous les édifices historiques sont en fait fragilisés par le réchauffement climatique. Comment ça se matérialise? Des fissures, Oui, des fissures, des affaissements. Et donc, il faut être d'autant plus vigilant sur l'entretien de ces édifices. Alors, je trouve que c'est une très bonne chose, pour répondre à votre question, que la Conférence des évêques de France lance cette initiative, parce que si on fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur la réappropriation, je pense que par ce manteau de petites cathédrales qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, il y a moyen de recréer du lien social et puis de réveiller, disons, une espérance spirituelle qui existe au cœur de chaque homme. Dans ma dernière discussion avec Monseigneur de Moulin-Beaufort sur cette question-là, j'ai lui cité cette phrase que je trouve très forte. « Si nous ne disons rien, les pierres, elles, crieront. » Pourquoi? Parce qu'au fond, toutes ces églises, elles sont l'expression physique, matérielle, de ce qu'on appelle souvent, sur le plan spirituel, la communion des saints. C'est-à-dire que c'est une multitude de générations, de talents, de métiers, de moyens financiers, d'initiatives, qui nous délivrent aujourd'hui un patrimoine qui est d'une qualité extraordinaire et dont nous sommes redevables. Et donc que nous devons à notre tour transmettre. Et ce patrimoine parle. Pour autant, on a un peu l'impression que nos églises sont presque devenues condamnées à devenir des musées aujourd'hui. Non, je crois que c'est un risque. D'abord, il faut dire les choses. Je pense que ces églises étant en majorité un patrimoine communal, les communes, d'une certaine façon, ont eu souci de les entretenir. Oui. Mais il y a aujourd'hui un vrai problème qui est devant nous. D'une part, les finances des communes sont de plus en plus difficiles pour des tas de raisons, notamment fiscales. Et deuxièmement, l'évolution de l'organisation territoriale, le regroupement des communes, les fusions de communes, etc., fait que, au lieu d'avoir l'église du village en charge pour un conseil municipal, on peut en avoir 2, 3 ou 4. Bon. Et donc ça pose problème. Deuxièmement, les travaux qui sont à faire sont souvent très lourds. Moi, je vois sur ma petite commune du département de la Vienne, elle a un budget, je crois, de 930 000 € par an. Le conseil municipal a fait faire une étude pour restaurer une belle église romane. Donc, on vous sort un budget d'1 300 000 €. Ça pose un vrai problème. Et donc, le souci du président de la République a été de dire qu'il faut prendre en considération tout ce patrimoine, notamment celui qui pèse sur les communes de moins de 10 000 habitants, et il faut trouver les moyens de les aider. Parce que très souvent, voilà, il y a un désir de faire quelque chose, mais il faut accompagner la décision. Et pour ça, il y a une souscription nationale qui est menée notamment par la Fondation du patrimoine, dont vous êtes le vice-président. Oui. Alors, la souscription nationale a été annoncée par le président de la République à l'occasion de son déplacement au Mont-Saint-Michel. Pour les millénaires du Mont-Saint-Michel. Voilà. Si tout se passe comme prévu, cette initiative va être confirmée
vendredi par le président de la République lui-même. Qui est aujourd'hui en déplacement effectivement à Sémur en Auxois. Oui, oui, absolument. Et donc, il y a tout lieu de penser que ça va être fait. Et la Fondation du patrimoine va être chargée d'organiser cette souscription et de mettre tous les moyens techniques très importants, comme nous l'avons fait pour la souscription pour la cathédrale de Paris, au service du public et de tous ceux qui voudront faire un don. La cathédrale Notre-Dame de Paris, justement, a subi un gros bouleversement, en tout cas sa restauration, puisque le général Georgelin, figure iconique de la reconstruction de Notre-Dame, est décédé mi-août. C'est Philippe Jost qui le remplace. Philippe Jost était le bras droit du général Georgelin. C'est le choix de la continuité, c'était le bon choix? C'était le bon choix. D'ailleurs, on a sollicité mon avis, c'est l'avis que j'avais permis d'émettre. Je pense qu'à un an, en gros, de la livraison d'un chantier comme ça, il ne faut surtout pas changer une équipe qui gagne. Parce que le général Georgelin, avec l'énergie qu'on lui connaît, avait incontestablement impulsé une énergie et un élan à ce chantier. La mise en œuvre de cette énergie et de cet élan, c'est Philippe Jost. Et il est clair que la bonne décision, c'était de le laisser à la tête de cet établissement. Est-ce que vous êtes serein sur ce que va devenir Notre-Dame? Il y a eu des polémiques, des débats sur la flèche, comment reconstruire, le mobilier liturgique. Aujourd'hui, on a une idée claire de ce qu'il va y avoir. Est-ce que ça vous paraît conforme à ce qui est bon et juste pour la première cathédrale de France? Je pense que la reconstruction-restauration de la cathédrale après l'incendie restera quelque chose d'exemplaire. Et même une forme de fierté nationale. Je pense que l'édifice va être réouvert, rendu au culte, dans un état qu'il n'a pas connu depuis longtemps. La cathédrale a été, dans son histoire, plusieurs fois en très mauvais état. C'est la raison pour laquelle Victor Hugo avait écrit sur Notre-Dame, d'ailleurs. Mais même pour le couronnement de Napoléon, après la Révolution, elle était en tellement mauvais état qu'il avait fallu mettre des tapisseries partout pour cacher la misère. Hein. Et donc, la cathédrale... Là, c'est exemplaire. La cathédrale de Paris va rentrer dans le XXIe siècle dans un état qui est, j'allais dire, de la même qualité qu'au moment où elle a été livrée ou achevée sous Saint-Louis. Merci beaucoup, Bertrand de Fédot, d'avoir été ce matin sur l'antenne de RCF. On vous souhaite de très bonnes journées du patrimoine. Et voilà, et on coupera là. Super.